Bonjour, vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'AMECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan Jai et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au cours de ce podcast, nous reviendrons sur l'article écrit par Annie Amandla, membre de l'AMECAS, et qui est intitulé « Déboulonnage, poursuivre l'œuvre de décolonisation panafricaine, Cameroun, Sénégal, P. Mokili Mobimba ». Comme le titre l'indique, il y sera question de panafricanisme, de comment décoloniser l'espace urbain, ou encore des manifestations contre le racisme et les violences policières qui se sont tenues en France durant l'été 2020. Et plus encore. On se retrouve donc dans quelques instants pour en parler plus amplement avec Annie. A tout de suite. Sans plus tarder, on retrouve Annie Amandla. Bonjour Annie, comment tu vas? Bonjour Awa, merci, je vais bien et j'espère que toi également. Oui, ça va super, merci. Heureuse de l'entendre alors. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Donc Annie Amandla, je suis membre d'Amecas depuis 2017 et je participe à la vie associative au sein de d'Amecas donc comme membre du département recherche en publiant des articles, en organisant des conférences, mais également des clubs de lecture. D'ailleurs, en ce moment, on en a un sur Walter Rodney. Donc voilà, je suis étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en doctorat de philosophie. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous résumer ton article en quelques mots, en nous précisant notamment pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder la question du déboulonnage de statuts lié à l'impérialisme et à la colonisation à travers le cas de la France, du Sénégal et du Cameroun? Pourquoi est-ce que c'est un thème particulièrement important en ce moment? Donc cet article s'intitule Déboulonnage, poursuivre l'œuvre de décolonisation panafricaniste, euh, Cameroun, Sénégal, P. Mokili Mobimba. Donc j'explique dans le texte ce que signifie Mokili Mobimba, c'est en lingala. Cet article, en fait, c'est le premier d'une série de 4 réflexions sur l'efficacité du discours et de la doctrine du panafricanisme en ce 21e siècle. Je dis que c'est le premier, mais en fait, le moment inaugural de ces réflexions, en réalité, c'est un article qui date de juin 2020, publié sur le site d'Amicas, dans lequel j'effectue déjà un premier effort pour démontrer l'efficacité des actions et des mobilisations menées par les organisations panafricanistes de nos jours sur le continent et dans la diaspora. Et donc, cet article s'intitulait L'unité africaine ne vaut-elle pas mieux qu'un panafricanisme coupé décalé? Pourquoi travailler sur les revendications pour le déboulonnage des monuments coloniaux et impérialistes pour rendre compte de l'efficacité du panafricanisme? Ce que je montre dans mon article, c'est que ces revendications, tout comme les manifestations comme le racisme, contre le racisme, sont des problématiques historiques liées au panafricanisme, appartiennent en fait aux luttes panafricanistes. Mais surtout, si ces revendications de déboulonnage ont été très importantes à l'été 2020, à la suite de l'assassinat de George Floyd, j'attire l'attention sur le fait que le terrain originel, où ces revendications commencent, c'est le continent africain, précisément des pays comme le Cameroun et le Sénégal. Il y a une antériorité de ces revendications sur le continent et cette antériorité traduit, à mon sens, l'efficacité des luttes panafricanistes. Et pour terminer donc au sujet de cette première question, si l'une des raisons pour lesquelles je me propose de mettre l'accent sur cette antériorité, c'est que elle n'est pas prise en compte par les médias, alors que on sait combien
les revendications pour le déboulonnage des monuments coloniaux et impérialistes, combien ça occupait en fait la une des médias. Ouais. On n'a pas travaillé, voilà, sur le fait qu'il y a une antériorité de ces luttes, de ces mobilisations sur le continent. À mon sens, c'est parce que le temps de l'actualité médiatique n'est pas nécessairement le temps lent de l'histoire avec grand H. Et de la même manière, les médias ne s'occupent en général pas du travail qui consiste à montrer comment un phénomène politique s'inscrit dans une géographie large. C'est pour toutes ces raisons-là que je me suis proposé de travailler sur cette question. Alors, justement, tu évoques le panafricanisme, qui est une notion clé dans ton article. Comment tu la définis? Euh, En tout cas, à partir de la fin des années 1950, c'est essentiellement un effort de théorisation, enfin, de structuration surtout, parce que la théorie, elle précède la fin, c'est le début des années 1900 du XXe siècle. Mais oui, à partir de la fin des années, à partir, pardon, des années 1950, surtout avec l'indépendance du Ghana, le panafricanisme, c'est un effort de structuration des solidarités politiques des peuples africains au sens large du terme. Mais le panafricanisme, c'est une doctrine globale et c'est ce qui fait sa puissance. Sangolo, en fait, on pourra revenir sur cette notion de Ngolo. Donc, le panafricanisme est une doctrine globale au sens où il se décline en démarche ou approche intellectuelle, en mouvement politique et culturel et en vision économique. Tout cela se fondant sur le principe de la souveraineté africaine. Africa Must Unite, c'est un slogan important qui résume en fait toute l'idée du panafricanisme. Africa Must Unite, comme disait Bob Marley, et avant lui Kwame Nkrumah, parce que l'unité continentale de l'Afrique, l'instrument de la construction de la souveraineté des Africains. Par souveraineté, on peut entendre la sécurité sur la planète Terre, en ce monde, la sécurité donc des Africains. C'est de cette manière que je peux voilà, proposer une définition du panafricanisme. Du coup, selon toi, de quelle manière ces revendications, ou plutôt l'antériorité de ces revendications que tu évoquais sur le continent, permet-elle d'affirmer l'efficacité du panafricanisme aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut commencer par considérer, c'est le fait que sur le continent africain où ces revendications sont nées, elles sont clairement identifiées comme s'inscrivant dans les luttes du panafricanisme. Elles appartiennent au champ politique panafricaniste. Ensuite, il faut également faire l'effort de se rendre compte du fait que ces mobilisations, en fait, se caractérisent par une force et une énergie politique qui leur confère une capacité à se répandre au-delà du continent et à se constituer en véritable mouvement. Et on a pu voir qu'à l'été 2020, en fait, ces revendications se présentent comme n'étant plus seulement une affaire camerounaise ou une question sénégalaise, qui sont le Cameroun et le Sénégal étant les pays où antérieurement à 2020, dès le début des années 2000, des voix se sont levées, et même avant, dans les années 70-80, 1970-80, des voix se sont levées pour protester en fait contre le caractère, la colonialité des espaces urbains africains. Et donc, de manière générale, l'énergie qui structure, l'énergie politique, la force qui structure en fait ces revendications, on peut voir qu'elles révèlent que ces mobilisations concernent les mondes africains de manière générale et pas que les populations noires.
mais les populations noires elles-mêmes d'abord, les populations dites blanches ou dites noires, dites blanches, et en particulier la jeunesse qui est sensibilisée par ces problématiques, à savoir que les sociétés occidentales où se sont déroulées ces manifestations en 2020, à plusieurs titres, en fait, constituent ce qu'on appelle les mondes africains. D'abord parce que ce sont des espaces diasporiques où sont concentrées de nombreuses communautés africaines ou afrodescendantes, mais aussi parce que dans les grandes métropoles, dans ces grandes métropoles occidentales, sont visibles les éléments attestant de la reconnaissance publique à l'endroit des agents historiques de l'impérialisme occidental. À présent, j'aimerais revenir sur la notion de Ngolo, qu'on a évoquée très rapidement tout à l'heure. J'aimerais savoir comment tu la définis, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que tu la relis au panafricanisme. Merci beaucoup pour ta question, Awa. C'est un mot d'une des langues congolaises, en fait, qui est le Kikongo, Ouais. qui est une langue, une des langues, en tout cas très anciennes, porteuse de culture et de civilisation. Et Ngolo signifie force. Ngolo, c'est la force en Kikongo. Et c'est simplement une traduction de efficace ou bien efficacité. Et donc le Ngolo du panafricanisme, c'est cette énergie politique que j'essaie de caractériser en fait, qui confère aux luttes panafricanistes leur force en tant que mouvement mobilisateur au-delà des océans. Et donc, à ce titre, on peut considérer les mouvements panafricanistes et le Ngolo en partant de la diaspora pour le continent. Et là, on se référerait à la naissance même du panafricanisme dans les Caraïbes, avec déjà la révolution haïtienne à la fin du XVIIIe siècle et l'implantation progressive du panafricanisme sur le continent africain à partir de l'indépendance du Ghana en 1957. Donc, on peut partir de la diaspora vers le continent, ou dans le sens inverse, on peut se rendre compte du Ngolo des mouvements panafricanistes en partant du continent vers la diaspora. Et donc là, l'exemple à ce moment-là, c'est les revendications pour le déboulonnage des monuments coloniaux. Et donc, à mon sens, il y a une énergie circulaire des mouvements panafricanistes, et je pense que il s'agit bien d'énergie politique, de force politique. Et donc, je pense que le concept Kikongo de Ngolo peut permettre d'expliquer cela. Dans le contexte des manifestations contre le racisme qui ont eu lieu l'année dernière en France, tu fais un parallèle entre le port généralisé du masque, qui est né de la crise du Covid-19, et un masque symbolique qui, d'après toi, est porté par l'Occident dans ses rapports avec les territoires qu'il a colonisés. Tu dis dans l'article, je cite, « L'histoire des rapports de la France ou de l'Occident avec les territoires qui ont, à travers le monde, subi l'impérialisme européen est cousue d'effacement et de masquage. La tyrannie néocoloniale est d'essence masquée parce qu'elle s'efforce, à partir d'ingénieuses et constantes opérations d'effacement, de se présenter comme amicale, sympathique, civilisante. » Fin de la citation. En d'autres termes, en fait, c'est une manière de dénoncer l'hypocrisie inhérente au projet colonial. Donc ma question est la suivante. Est-ce que tu pourrais revenir plus en détail sur cette notion de masquage et pourquoi est-ce que c'est plus que jamais d'actualité? Donc de nouveau, merci pour ta question. Et c'est vrai que cette notion de masquage, elle occupe une place importante dans la réflexion que je mène dans cet article. Mais pour les personnes qui s'intéressent à ces questions, donc faire usage de cette notion de masque ou de masquage, en fait, c'est une invitation à revenir à Aimé Césaire. Parce que on a tendance à considérer qu'on dit des choses absolument nouvelles,
sur ces problématiques, mais en réalité, ce n'est pas le cas parce que les anciens comme Aimé Césaire, qui nous ont précédés en fait dans la prise en charge de ces questions, ont accompli un travail de titan qu'il faut prendre au sérieux comme travail intellectuel militant. Il est plus que jamais d'actualité. Et donc, moi, ce que je te propose pour répondre à cette question, c'est simplement de lire un extrait du discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Et c'est la page 8-9. Je ne vais pas lire les deux pages entièrement. Ouais. C'est des extraits voilà, auxquels on peut se référer. Et donc, je vais citer Aimé Césaire. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Donc, colonisés, on peut dire les colonisés ou les néocolonisés, on peut ajouter chaque fois, parce que c'est un texte qui est publié dans les années 60, mais voilà, on sait qu'on est parti on est passé d'un stade de colonialisme au néocolonialisme, donc on peut ajouter néo chaque fois devant. Je reprends, les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leur maître provisoire monte, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisque aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal, au masquage principal, si on veut, à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et vérité. L'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce en son principe que la colonisation? Qu'est-ce que la colonisation? Et donc, pour répondre à cette question, Aimé Césaire insiste sur le fait qu'il convient de convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit. Il faut donc, pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que, en son principe, la colonisation, il faut admettre une fois pour toutes, dit Césaire, sans volonté de broncher aux conséquences, il faut admettre que le geste décisif, le geste colonial, est ici celui de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand, de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force. Donc là, il y a encore cette notion de force en fait qui revient, mais cette fois-ci de force colonisatrice, derrière l'ombre maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies antagonistes. Fin de citation. Donc, pour moi, c'est la meilleure manière de répondre à cette question, quoi. C'est revenir à Césaire. À présent, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est aussi la conclusion de ton article qui, pour résumer, consiste à dire que les mouvements antiracistes et les initiatives de déboulonnage en France s'inscrivent dans des revendications qui sont d'abord nées en Afrique et qu'elles s'inscrivent aussi dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Alors, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses vraiment qu'elles sont l'écho, que tous ces mouvements, toutes ces revendications en France sont l'écho de la lutte pour la souveraineté de l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas plutôt lié à des problématiques plus locales et propres à la situation des Noirs en Occident, telles que le racisme, la négrophobie, ou encore la volonté de s'intégrer dans le pays d'accueil et donc de vouloir supprimer tout ce qui rappelle les inégalités entre les différents citoyens? Autrement dit, j'ajoute encore une question. Penses-tu que les Africains et les Afro-descendants vivant en Occident sont, pour la majorité d'entre eux, suffisamment conscients des enjeux liés à la souveraineté des États africains et au panafricanisme? Est-ce qu'ils se sentent suffisamment concernés pour inscrire leur lutte dans cette démarche? D'accord. Alors, il est certain qu'il y a des problématiques locales qui permettent,
qui permettent d'expliquer auxquels il faut rapporter en fait les appels au déboulonnage des monuments d'esclavagistes et d'agents de la colonisation. Donc ça, c'est certain. On peut pas revenir là-dessus. Voilà, il y a certainement des problématiques locales, mais je considère que ce serait une grave erreur euh, de vouloir comme exiler en fait les enjeux locaux des dynamiques plus globales, donc de couper les enjeux locaux des dynamiques plus globales en se comprenant à la lumière des luttes panafricanistes. Ce serait réducteur et politiquement dangereux en fait de faire ça parce que le racisme, la négrophobie ne sont que des formes qui traduisent plus profondément des rapports de domination néocoloniale, impérialiste, qui structurent encore aujourd'hui les relations des pays où ces fléaux sont manifestes dans la vie publique, avec donc les relations de ces pays-là avec les pays dont sont originaires les communautés subissant ces fléaux. Mais en disant cela, moi, je n'innove en rien parce que ce sont des questions auxquelles déjà des leaders politiques comme Malcolm X répondaient de façon très précise dans les années 1960. Donc, je pense que les Africains et les Afro-descendants vivant en Occident sont sensibilisés par ces questions, non seulement du fait de leur situation de précarité socio-économique ou de confort, mais de confort trompe-l'œil. Donc, ils sont non seulement sensibilisés par ça, mais également par le biais de l'histoire que chaque famille peut avoir avec son pays d'origine en Afrique. Et les jeunes Sénégalais qui sortent manifester pour revendiquer le déboulonnage des statuts coloniales le font certainement en découvrant l'histoire des Africains, des soldats africains massacrés à Tcharoy. À la fin, la guerre n'était pas en réalité terminée. Je crois que c'est en 1944. Donc, c'est en découvrant cette histoire des soldats africains massacrés à Tcharoy au Sénégal par des généraux français parce qu'ils ne faisaient que demander leur solde. C'est certainement en découvrant ce genre d'histoire que les jeunes Sénégalais nés en France ou grandis ici, en France ou aux États-Unis ou ailleurs sortent manifester et dire mais qu'est-ce que des personnages qui ont été auteurs de crimes inqualifiables peuvent avoir à être affichés comme ça publiquement, ou encore les jeunes Congolais qui vont manifester pour les mêmes revendications le font par exemple en découvrant la façon dont un leader politique comme Matsuwa et ses partisans en Afrique centrale ont été traités par la France et la justice coloniale. Moi, je considère qu'il n'est pas possible de faire abstraction de l'Afrique dans l'absolu, mais la seule manière, à mon sens, d'être conscient des enjeux liés à la souveraineté de l'Afrique, c'est certainement de s'engager dans les organisations qui travaillent sérieusement à la réalisation de cet idéal. Oui, comment faire pour les pousser à franchir le pas et par exemple à s'engager dans des associations telles que la nôtre ou dans d'autres organismes, comme tu disais? Peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que l'information circule. Et donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, quand on vient d'Afrique, qu'on soit né là ou pas, à partir d'un certain âge, quand on devient autonome, à partir de la fin du collège, du lycée, surtout, on rencontre ces questions. On rencontre ces questions et à ce moment-là, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être éclairé parce que ce ne sont pas des questions faciles. En considérant cet aspect des choses, je dirais qu'une manière
d'inciter les jeunes à adhérer aux organisations panafricanistes quand ces questions les tiennent à cœur, c'est que les organisations déjà qui existent, elles doivent pouvoir, se rendre disponibles, se rendre, aller vers les gens en les laissant venir à nous. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est pouvoir aller vers les gens, mais en les laissant également faire la part du travail quand ils se sentent vraiment animés par ces questions. Nous arrivons désormais à la fin de ce podcast. À nouveau, merci beaucoup Annie d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions, c'était particulièrement riche. Et j'invite donc à nouveau nos auditeurs à lire, voire même à relire ton article. Et j'espère que cette discussion aura permis d'éclaircir certains points. Pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin, un message particulier que tu aimerais faire passer pour conclure cette discussion? Le mot de la fin, c'est simplement de dire Africa must unite. Merci beaucoup Annie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.